Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des Bitcoin Ordinals. Alors pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Alors ce que vous avez devant les yeux là, tout ça là, ce que vous voyez par là, je crois que je fais les doigts dans le bon sens, je mets les doigts dans le bon sens. Ce sont des sortes de NFT qui ont été mintés, c'est-à-dire créés en gros sur le réseau Bitcoin. Alors c'est une nouveauté qui était attendue depuis ma foi fort longtemps. Alors pendant longtemps Bitcoin a été utilisé comme une valeur refuge ou comme une monnaie. Même dans certains pays c'est utilisé carrément comme une monnaie. Donc on peut dire que le Bitcoin est une monnaie. Et puis les choses ont commencé à changer avec l'arrivée un peu de la DeFi sur Bitcoin. On peut citer par exemple le WBTC. Voilà, on a aussi le STX qui permet de faire la DeFi sur Bitcoin, ou encore le Rootstock, le RBTC, qui permet de faire du lending ou du borrowing, c'est-à-dire des protocoles d'emprunt et de prêt à partir de Bitcoin. Donc ça c'était déjà une première évolution qu'on a eue il y a quelques années, et puis depuis il n'y avait pas eu trop d'autres évolutions. Seulement depuis quelques temps là, on voit que Ordinals est arrivé. Alors Ordinals, ça permet de créer, c'est pas des NFT, mais c'est des sortes de NFT, on va dire. Ça ressemble pas mal aux NFT, mais vous allez voir qu'il y a quand même des différences. Je vais expliquer un petit peu comment ça marche. On va peut-être rentrer un peu dans certains détails techniques dans cette vidéo. Alors je vais essayer de simplifier ça de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, même quelqu'un qui ne connaît pas. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez comprendre grosso modo qu'est-ce que c'est, quoi. À quoi ça sert les Bitcoin Ordinals. Donc en gros ce sont des sortes de NFT. Alors qu'est-ce que c'est que des NFT? Ça permet de créer et de stocker directement sur la blockchain des données digitales. Donc par exemple pour Ethereum, on va pouvoir stocker un lien IPFS. Donc IPFS, ça veut dire Interplanetary File System. Là en gros c'est un système de fichiers interplanétaire. Grosso modo c'est un système de fichiers qui est redondant et qui est décentralisé. Et donc on peut stocker un lien sur la blockchain Ethereum. Et ça permet de retrouver par exemple une image. Ce qu'on voit le plus souvent dans les NFT, ce sont des images, donc je vais prendre cet exemple là, mais ça peut être autre chose, quelque chose de complètement différent. Ça peut être juste des données, qui sont liées par exemple à, je sais pas moi, quelque chose dans un monde en 3D, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et donc Bitcoin intègre cette chose là désormais avec les protocoles Ordinals. Ça a été rendu possible à cause de 2 mises à jour de Bitcoin qui ont été faites précédemment. En 2017 on a eu la mise à jour, alors j'espère que je le prononce bien, j'arrive jamais trop à le dire, Sigvit qui a augmenté la taille des blocs de 1 à 4 mégas, si mes souvenirs sont bons. Et puis après on a eu la mise à jour Taproot en 2021 je crois. Voilà, qui a permis d'ajouter la section Witness. Et donc avec ces 2 mises à jour, on a une troisième sorte de mise à jour en quelque sorte, qui est un nouveau protocole basé sur un smart contract, enfin un script sur Bitcoin qui permet d'ajouter des données au Satoshi. Et donc ces données qu'on ajoute au Satoshi, elles vont inclure l'intégralité des données de l'asset digital, enfin du truc digital qu'on veut mettre, des données qu'on veut mettre, qu'on veut certifier, quoi, en gros. Donc il y a une grosse différence par exemple avec les NFT qu'on retrouve par exemple sur ETH ou même sur d'autres blockchains, qui sont plutôt des liens vers un système de fichiers décentralisé. Là on va stocker les données carrément dans la blockchain, donc elles sont inscrites dans le bloc. Donc ce sont les mineurs qui font ça, qui créent le bloc, et les données sont ensuite validées par les nodes, Bitcoin. Donc c'est un petit rappel, les mineurs ne valident pas les données, les mineurs ils construisent les blocs, ils les envoient aux nodes, et ensuite ce sont les nodes qui valident les blocs et qui les inscrivent dans la blockchain. Et après avec un protocole de pair à pair, ça se répand.
petit à petit. Donc on peut voir que ça génère un engouement quand même assez important, hein, puisque il y a eu plus de 100 000 mint, hein, inscriptions, là, on les appelle ça inscriptions, mais en fait ce sont des mints, hein, qui ont été inscrits directement dans la blockchain de Bitcoin. Hein. Et pour le coup, ça génère un nouveau, comment dire, un nouvel engouement chez les développeurs, hein, pour passer sur la blockchain Bitcoin. Alors j'ai vu là récemment, voilà, il y a ce NFT là qui a été passé de la blockchain ETH vers la blockchain BTC. Et donc l'image est incluse maintenant, elle est entièrement incluse dans la blockchain, c'est-à-dire que c'est totalement infalsifiable. Hein. Alors que sur les NFT classiques comme on a sur Ethereum, il y a une partie dynamique sur ces NFT-là, et donc on peut modifier le lien. Hein, on peut modifier. Là, on peut pas. Hein. Sur BTC, c'est pas possible. Hein. Donc c'est encore mieux, quoi. Je veux dire, on peut pas rêver mieux. En plus, l'asset, il est directement stocké dans la blockchain, donc il est accessible depuis des wallets type Sparrow, par exemple. Donc c'est quand même vachement intéressant, quoi. Alors par contre, tout ça, ça vient quand même avec des avantages et des inconvénients. Là, je vous ai donné les avantages, mais il y a quand même des inconvénients. C'est que pour le coup, comme la taille des blocs augmente, alors je vous ai pris cette image-là pour vous montrer, hein, la même pool. Alors je sais pas trop comment expliquer ça, donc je vais pas l'expliquer en fait. La même pool, elle est un peu trop utilisée. Les nodes sont un peu trop mis à contribution. Les nodes Bitcoin sont un peu trop mis à contribution. Donc, ils ne sont pas encore habitués à ce type de charge de travail. Donc, il faut espérer que ça va bien se passer quand même. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Mais d'un autre côté, il y a un autre bon côté, hein, c'est que du coup, ça fait travailler plus les mineurs. Hein. Donc, je crois qu'il y a eu 600 000 de mémoire. Hein, il y a eu 600 000 $ de bénéfices de distribuer aux mineurs en plus de ce qu'il y a habituellement. Donc c'est quand même pas négligeable, et ça peut être aussi à l'origine du petit pump qu'on a vu récemment sur le Bitcoin. Vous avez vu, on avait vu un petit pump sur le Bitcoin il n'y a pas très longtemps. Alors tout ça c'est très bien, mais la taille des blocs quand même sur Bitcoin elle est relativement limitée à 4 mégas. Alors bon, il y a tout un débat, je vais pas rentrer dans ce débat là, hein, parce que c'est pas l'intérêt de cette vidéo, hein, mais il y a tout un débat sur la taille du bloc sur Bitcoin, hein, ce qui a donné lieu à plusieurs forks, hein, c'était en 2017 ou 2018, hein, en particulier le Bitcoin Cash, hein, qui a des tailles de blocs géants, hein, qui je crois de 8 mégas, si mes souvenirs de tête, hein, comme ça, je crois que c'est 8 mégas. Donc 8 mégas, c'est vrai que ça paraît pas beaucoup de nos jours. On se dit, ouais, c'est que dalle, etc. Mais en vrai, c'est sur une blockchain, ça peut représenter beaucoup, hein, parce qu'il y a un bloc qui est ajouté toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes sur d'autres blockchains, toutes les 2 minutes encore sur d'autres blockchains de type Bitcoin. Et donc ça peut représenter quand même une masse de données relativement importante. Hein. Donc on voit qu'il y a un usage là... un nouvel usage du Bitcoin, hein, au-delà du côté monnaie et finance, ça devient une sorte de base de données où on peut commencer à stocker des données qui sont certifiées et qui sont infalsifiables et qui sont stockées directement sur la blockchain, ce qui n'est pas le cas de la très grande majorité des blockchains. Alors je voudrais quand même revenir sur un truc, hein, sur le Radiant. Parce que le Radiant c'est un fork du BCH, et le Radiant a introduit des blocs géants, hein. Seulement eux ils y vont pas par 4 chemins, hein, puisque leurs blocs font 256 mégas, hein. Donc là il y a de quoi stocker. Donc ça va donner des blockchains énormes, hein. Bon, quand on regarde la blockchain du Bitcoin, elle fait 1 Tera. Ouais, je veux dire, 1 Tera, c'est pas... Non, elle fait 400... Non, je dis des bêtises, elle fait 450 ou pas loin des 500 mégas. 500 gigas, pardon, c'est pas beaucoup en vrai, hein, 500 gigas de nos jours, hein. C'est même que dalle, hein. On a des capacités de stockage énormes maintenant, hein. Moi, quand je vois Anneau de Chia, par exemple, les capacités de stockage sont gigantesques, hein, donc franchement, il y a de quoi faire. Hein. Donc, pour moi, la taille des blocs, c'est quelque chose qui est très intéressant de l'augmenter. Hein. Déjà, 4 mégas, c'est pas mal, hein, sur le Bitcoin. Hein. Alors, je crois qu'il y a eu un record récemment qui a été battu sur Bitcoin avec une taille de bloc de 2,52 ou 2,50 mégabits. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'une taille de bloc habituelle sur Bitcoin, c'est entre 0,7 et 1,5 mégabits, quoi, pas plus, hein, pas plus.
Donc là, on peut voir qu'il y a véritablement un nouvel usage qui est en train de se développer sur la blockchain Bitcoin. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Moi, je suis très très content de ça. Et je pense que c'est l'avenir pour Bitcoin, hein, de se transformer en une... de ne pas être qu'une monnaie, hein, mais aussi de pouvoir fournir des services, finalement, des services de vie privée, aux particuliers, et de pouvoir stocker des données, quelles qu'elles soient, sur la blockchain. Sachant que là, on est vraiment très très limité par la taille, hein. Après, je vous dis, il y a d'autres blockchains naissantes qui arrivent, hein, qui sont des forks du BCH, et qui permettent de stocker beaucoup plus de data, hein. Par exemple, on ne peut pas stocker une vidéo, ou alors une toute petite vidéo sur Bitcoin, hein. Mais par contre, on peut le faire sur Radiant, hein, si on reste raisonnable, hein. Voilà. Bah, je voulais vous partager ça, hein, pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui est en train de se passer au niveau de Bitcoin, et puis les mécaniques aussi qu'il peut y avoir, hein, sur les différentes blockchains que nous, mineurs, on découvre et qu'on mine, hein, au fur et à mesure, hein. Donc là, ça concerne principalement le Radiant, hein, mais ça concernera probablement aussi le Nexa, et probablement aussi le Novo. Donc c'est vraiment des blockchains pas très connues, mais je veux dire, c'est des blockchains qui sont des forks du BCH, et qui ont été écrites, hein, d'ailleurs, par des gens de BCH, hein, donc c'est d'anciens développeurs Bitcoin. Et donc c'est des blockchains qui gagnent à être connues parce qu'elles offrent des possibilités supérieures à celles du Bitcoin, tout en conservant la philosophie du Bitcoin. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!